Histoire La princesse et le pêcheur. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un pêcheur, ni très aisé ni très pauvre, mais il était jeune, avec une moustache qui s'enroulait farouchement aux extrémités, vous savez, et c'était un bel homme. Chaque fois qu'il passait devant le palais impérial, la fille de l'empereur le faisait venir, achetait son poisson et lui donnait 10 fois plus d'argent que sa valeur. Notre pêcheur était gâté par cette richesse, et chaque fois qu'il avait du bon poisson frais, il l'emportait au palais. Il ne se passait pas un jour sans que la princesse n'achetât du poisson si le pêcheur passait par là. Un jour, en payant le poisson, la princesse lui serra la main, le pêcheur rougit comme une betterave et baissa les yeux, mais lui lança d'abord un regard affectueux, car il avait compris qu'elle voulait bien qu'il le fasse. Puis il entra en conversation avec elle, et se garda bien de dire des bêtises. La prochaine fois que la princesse acheta du poisson, il se mit à en parler longuement et lui fit comprendre qu'il avait compris ses sentiments et que le feu de l'amour qui la dévorait ne brûlait pas moins dans son cœur que dans le sien. Une autre fois, il parla encore plus librement, et la princesse apprit qu'il n'était pas marié. Elle fut d'ailleurs très contente de ses réponses intelligentes, et comme il était très séduisant, la jeune fille royale finit par tomber amoureuse de lui. Elle lui donna une bourse remplie d'argent pour acheter de beaux vêtements, et lui dit de revenir ensuite se montrer à elle. Après avoir acheté des vêtements semblables à ceux que portent les messieurs, il les enfila et revint auprès de la princesse. Elle l'aurait à peine reconnu, car même sa démarche et son maintien étaient devenus aussi raides que ceux d'un noble. Finalement, incapable de réprimer l'amour qui brillait dans son cœur, la fille de l'empereur lui dit qu'elle l'épouserait. Le pêcheur ne savait pas grand-chose, mais il était conscient qu'un morceau aussi délicat n'était pas destiné à son bec, et il avait du mal à croire ce qu'il entendait avec ses oreilles et voyait avec ses yeux. Mais quand la princesse lui assura qu'elle ne plaisantait pas, il accepta sa main, bien qu'à vrai dire avec beaucoup de doute et de rougeur. Le mariage ne convenait pas vraiment à l'empereur, mais comme il aimait sa fille et qu'elle était l'enfant unique de ses parents, il céda à ses vœux. La princesse donna au pêcheur une autre bourse remplie d'argent et lui dit de s'acheter des vêtements encore plus beaux. À son retour, dans des vêtements qui brillaient d'or, la jeune fille royale le présenta à l'empereur, et le monarque les fiança l'un à l'autre. Bientôt, un magnifique mariage impérial fut célébré. Lorsque l'on s'asseyait pour profiter du banquet, on apportait au marié un œuf à la coque que, selon l'ancienne coutume, seuls les mariés étaient autorisés à manger. Alors que le mari était sur le point de tremper un peu de pain dans l'œuf, la princesse l'arrêta en lui disant « Il faut que je trempe d'abord, parce que je suis la fille d'un empereur et que tu es un pêcheur. » Le marié ne répondit rien, se leva de table et disparut. Les invités, qui ne savaient pas ce qui s'était passé, se regardèrent et demandèrent avec surprise ce que cela signifiait, car ils n'avaient pas entendu dire que le gendre de l'empereur avait été autrefois pêcheur. La mariée se repentit de son imprudence, se mordit les lèvres et se tordit les mains. Elle mangeait ce qu'elle était obligée d'avaler, mais elle aurait tout aussi bien pu le jeter derrière elle, car pas un morceau ne lui faisait de bien. Après le festin, elle alla dans sa chambre, mais toute la nuit elle ne put fermer les yeux ni s'endormir, tant elle était triste. Elle pensait si constamment à son époux qu'elle craignait de tomber malade à cause du désir. Son principal chagrin était de ne pas savoir pourquoi il était parti sans dire un seul mot. Le lendemain,
Elle se rendit chez l'empereur et lui dit qu'elle était prise d'un si grand désir pour son mari qu'elle allait le suivre jusqu'à ce qu'elle le retrouve. L'empereur essaya de la retenir, mais elle ne voulut pas écouter et se mit en route. Elle parcourut toute la ville et ne le trouva nulle part. Puis elle erra d'un endroit à l'autre jusqu'à ce qu'elle le rencontre en train de servir dans une taverne. Dès qu'elle l'a aperçu, elle s'est approchée et lui a parlé, mais il a fait semblant de ne pas la connaître, a détourné la tête, n'a pas répondu et a vaqué à ses occupations. La princesse le suivait partout, le suppliant de lui dire un seul mot, mais en vain. Lorsque le propriétaire vit que l'étranger était responsable de l'interruption des travaux, il dit: « Pourquoi ne laissez-vous pas mon domestique terminer son travail en paix? Ne voyez-vous pas qu'il est stupide? Ayez la gentillesse de vous en aller d'ici, si vous êtes une femme respectable. » « Il n'est pas bête, » s'écria-t-elle. « C'est mon mari qui m'a abandonnée et fui à cause d'une de mes fautes. » Tous les gens de la taverne restèrent étonnés en entendant ces paroles, car elle ne plaisantait pas. Mais le propriétaire n'en revenait pas, il pensait qu'il serait impossible à un homme qui savait parler de vivre une semaine entière sans dire un seul mot, et tout le monde le connaissait vraiment comme un homme muet, le faisait comprendre par signes et aimait lui pour son industrie. La princesse conclut alors un accord avec eux tous, selon lequel elle l'inciterait à parler dans les 3 jours s'il lui permettait seulement de rester avec lui, mais si elle n'y parvenait pas, elle serait pendue. Cet accord a été mis par écrit et présenté aux magistrats pour leur sanction. Une fois le contrat conclu, les 3 jours d'essai devaient commencer le lendemain matin. Le pêcheur ne savait d'abord rien de cet accord, même s'il en entendit parler par la suite, mais la fille de l'empereur ne le quitta jamais. « Mon mari bien-aimé, » dit-elle, « tu sais que je suis coupable. Je t'ai choisi parce que je t'aimais. Je jure que je ne commettrai plus jamais une telle bévue. Aie pitié de moi, dis-moi un mot, sauve-moi de la honte qui me tue. Je sais que tu as le droit d'être en colère, mais pour l'amour de mon amour, pardonne-moi. » Le pêcheur tourna la tête vers elle, haussa les épaules et feignit de ne pas la connaître et de ne pas comprendre de quoi elle parlait. 1 jour, 2 jours se sont écoulés et il n'a même pas dit bout. Quand le 3e arriva, la princesse fut terriblement effrayée, et partout où allait le muet, elle le suivit, le suppliant de lui dire un mot. Mais le pêcheur, sentant qu'elle l'attendrissait par ses supplications, s'enfuit comme un sauvage pour ne pas l'assaillir de larmes, et prétendit que son cœur n'était qu'un morceau de glace. Mais elle ne cessait de le supplier 1000 fois, si tendrement que cela eût attendri même une bête sauvage. Enfin le 3e jour passa également, et le pêcheur n'avait même pas dit béa. Tout le monde s'interrogeait sur ces choses. On ne parlait de rien dans toute la ville, sauf du serviteur muet de la taverne et de la belle et charmante jeune fille qui, croyait-on, avait pris le muet pour quelqu'un d'autre et s'était maintenant attiré des ennuis. Le lendemain, la potence était prête, et toute la population se rassemblait autour d'elle pour assister à la fin de l'affaire. Les magistrats furent convoqués sur place et, contre leur gré, contraints d'exécuter ce qui était prévu dans l'accord. Le bourreau vint et somma la princesse de se soumettre à la peine, puisqu'elle n'avait pas réussi à remplir les obligations qu'elle s'était imposées. La jeune fille se tourna de nouveau vers le pêcheur et, sanglotant amèrement, essaya d'adoucir son cœur, mais en vain. Lorsqu'elle vit et comprit qu'aucune évasion n'était possible, elle dénoua ses cheveux et les laissa retomber sur ses épaules, en gémissant si pitoyablement qu'il suffisait de faire pleurer même le bois et la pierre, et se dirigea ainsi vers le lieu d'exécution. Tout le monde, vieux et jeune,
pleurait autour d'elle, mais ne pouvait l'aider. En arrivant à la potence, elle regarda de nouveau avec espoir le muet qui était venu avec la foule, mais resta debout comme s'il n'était absolument pas ému et lui dit: « Mon cher mari, sauve-moi de la mort. Tu connais mon amour pour vous, ne me laissez pas périr si ignominieusement. Dites un seul mot et je serai délivré. » Mais l'homme se contenta de hausser les épaules et de jeter un regard en arrière à travers les champs. Le bourreau se tenait debout, le nœud coulant à la main. 2 assistants la conduisirent sur l'échelle et le bourreau lui passa la corde autour du cou. Encore un instant, et la princesse serait un cadavre. Mais au moment où le bourreau allait la laisser s'élancer dans le vide, le pêcheur leva la main en criant: « Salut! Salut! Arrête !» Ils restèrent tous immobiles. Des larmes de joie coulèrent de tous les yeux tandis que le bourreau retirait la corde du cou du prisonnier. Alors le pêcheur, regardant la jeune fille royale, dit 3 fois: « Veux-tu me dire encore pêcheur? Pardonnez-moi, mon cher mari, » s'empressa de répondre la princesse. « Je ne l'ai dit qu'une fois, et c'était par erreur. Je vous promets de ne plus le faire. Laissez-la descendre, c'est ma femme. » Il lui prit la main et ils rentrèrent ensemble chez eux. Ensuite, ils ont vécu dans la paix et le bonheur, et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. En selle puis je me suis jeté, cette histoire à raconter aux petits et aux grands. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.